Au pied des Alpilles, dans le Vaucluse, le département numéro 1 des fruits et légumes en France. Christophe Gourdin a 38 ans. Il était vendeur de luminaires et il s'est lancé il y a 12 ans dans la production artisanale de primeurs avec sa compagne, Catherine. Il cultive des haricots verts, des courgettes, des poires, des fraises et des tomates. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de produire de bonnes tomates, naturelles, artisanales. L'écologie est à la mode et elles sont de plus en plus prisées. Je pense que les gens, au départ, c'est vrai qu'ils mangent un petit peu ce qu'on leur propose, donc ce qu'ils trouvent en magasin ou sur les marchés. Après, c'est vrai que nous, on a le temps un petit peu plus de discuter avec les gens. Et les gens qui viennent nous voir, c'est vrai qu'ils sont un peu plus peut-être connaisseurs en légumes et en matière de tomates, c'est vrai qu'ils privilégient le goût. Nous sommes en juin. Tu as fait là ? La saison des tomates dans le Midi commence à peine. C'est le début. Hein. C'est le tout début. Oui. C'est le tout début. Merci. Christophe et Catherine n'ont que 3 mois de production par an. Ce jour-là, ils n'en récoltent que 6 cajots. Impossible de faire plus avec la culture bio. Pourtant, les amateurs sont nombreux, à condition d'aller les chercher là où ils sont, au cœur des villes, sur les marchés. Et pour ça, il faut se lever tôt, à 3 h du matin. Comme tous les mercredis, Christophe fait 250 km pour être un des premiers arrivés à 2 pas du Vieux-Port, en plein centre de Marseille, sur le marché du Cours Julien. C'est un marché de petits producteurs. Les Marseillais viennent souvent de loin pour y faire leurs courses. Les premiers clients arrivent dès 7 h, parfois juste avant d'aller travailler. Christophe et sa femme vendent leurs tomates 3 € ou 4,50 € le kilo. Ce n'est pas donné, mais pour les clients apparemment, ce n'est pas un problème. Ah oui, je suis une connaisseuse, c'est vrai. Ah ben parce que c'est un autre goût, hein, les qualités anciennes. C'est un goût... Et puis elles sont pas dures, elles sont dures les autres, on ne peut pas les manger tellement elles sont dures, c'est vrai. Ok. Oui, elles sont plus... c'est le goût d'avant, quoi. C'est le goût de la vraie tomate. Voilà, exactement. Les bons jours, le couple peut encaisser jusqu'à 1 500 €. Les cagettes de tomates sont vite épuisées. Il y avait quoi 3,5 de Paola et 2,5 de variété ancienne qui sont partis. Donc, à quelle heure on était là ce matin, je ne sais pas, à quelle heure était le premier client. À 7 h, voilà, à moins de 2 heures, les 6 cagettes sont parties, c'est ça. Avec 4 marchés par mois, plus la vente à la ferme, des journées de 15 heures, le couple se verse un salaire modeste, 1 800 € net par mois. Car même si ces tomates cultivées dans les champs s'arrachent comme des petits pains, les fortunes de la tomate se bâtissent ailleurs et autrement. Pour 98 % de la production, la tomate est devenue un produit marketing, industriel. Des tomates grappes, les plus vendues en France, des tomates jaunes, des tomates en barquette, des tomates toutes noires et ridées, des prix qui vont de 1,15 € à 8 € le kilo. Avec 18 kg par personne et par an, la tomate est le légume le plus consommé en France, un des marchés les plus disputés du rayon fruits et légumes. Nous sommes près de Plougastel, en Bretagne. Ok, ça marche. Ok, ça va. Ok, ciao. Claire Saviol, bonjour. Nous ne sommes pas dans la salle des marchés d'une banque, mais chez le plus gros producteur français de tomates, Saveol. Une dizaine de vendeurs placent leurs tomates par téléphone au supermarché dans toute la France et en Europe. Peut-être une vingtaine de colis, c'est tout. Attends, je vais regarder si j'ai de la litée. 30 palettes, tu veux faire? J'ai plus rien, j'ai été dévalisé ce matin. Hein, j'ai cœur de bœuf ou viande autrement, si tu veux. Ouais. Une tomate sur 5 est exportée. La marque vend jusqu'au Danemark et en Italie. Ronan Quintin est vendeur ici depuis 16 ans. Ses clients, ce sont les directeurs des achats de 3 grosses enseignes d'hypermarchés. Son job,
prendre et négocier les commandes. Merci, je suis d'accord avec toi. Je continue, t'en fais pas, je continue. Aujourd'hui, le prix de la tomate grappe au kilo est de 95 centimes d'euros chez Savéol. La marque propose un prix à ses clients et l'ajuste en fonction de l'offre et de la demande. Ça peut correspondre, je dirais, à la bourse. Ça monte, ça descend et ça le fait tous les jours, quelquefois plusieurs fois par jour. Maintenant, on est très attentif à la concurrence franco-française et européenne, forcément. Donc on est à l'écoute de tout ce qui se passe. Et c'est en fonction du climat, c'est en fonction de nos apports, c'est en fonction de la concurrence qu'on établit nos prix de vente. 95 centimes ce jour-là, ce n'est pas cher et ce n'est pas un hasard. Il pleut sur la France et quand il ne fait pas beau, c'est mauvais pour le prix de la tomate. Quand il fait beau, les gens sont plus enclins à manger dehors, ont plus de sourire, discutent davantage. Ça joue sur le moral et ça joue également sur nos achats de tomates. Donc malheureusement, il fait froid, les gens préfèrent peut-être manger du chou-fleur, je ne sais pas. Alors, d'où viennent ces tomates? Pour le comprendre, il faut se rendre dans l'entrepôt, tout à côté. Chaque jour, près de 400 tonnes passent par cette usine de conditionnement. La marque possède 2 installations comme celle-ci dans la région, en tout 26 000 m² de hangars. Les tomates sont triées, à la machine et à la main. La société emploie en ce moment environ 250 personnes. Elles sont lavées, séchées, avant d'être conditionnées en barquette ou en vrac, dans des cajots. Comme pour n'importe quel produit industriel, la marque a des standards de qualité très précis. Les normes de la maison remplissent un cahier d'une 50aine de pages. Là, par exemple, ce qu'on nous donne pour ce produit-là. Donc il y a le nombre de fruits par grappe, le poids minimum, le calibre dominant. Et au niveau de la couleur, donc c'est transmis par service qualité. Pour la couleur, c'est un peu comme pour choisir la peinture du salon. Nous, on prend le nuancier. Par exemple, on demande sur un fruit comme ça, une couleur 7 sur le dernier fruit. Donc là, on est largement en couleur 7, quoi. C'est bon, il n'y a pas de souci. Contrôle du calibre, avec différents mûches. Donc ici, 57 minimum. Oui, c'est bon. Et contrôle du poids, quoi. Donc 10 kg 53 milli. Donc 10,62, ça nous fait 10,09 net, c'est bon. Si c'est bon, le produit est accepté, stocké, il est commercialisable. Si c'est refusé, le producteur vient retrier sa marchandise sur place dans un délai de 24 heures. Les producteurs, eux, sont dispersés sur toute la Bretagne, surtout dans la région de Brest. La marque est en fait un groupement de 150 petits agriculteurs qui se sont associés pour mieux vendre leurs tomates. Avec des techniques de culture standardisées. Chez Savéol, on produit 9 mois par an, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ça se passe sous des serres en verre, chauffées à 20 degrés. Annie Gouenou était horticultrice. Depuis 10 ans, elle s'est reconvertie dans la tomate. Elle possède 1,5 hectare et produit notamment des tomates grappes et cerises. Les plantes sont tellement surchargées de fruits qu'elles sont accrochées au plafond à 15 mètres de hauteur. On circule entre les rangées sur des rails, comme dans une mine. Les rails servent de chauffage et en même temps servent à diriger les chariots. Les chariots de récolte qui sont au niveau du sol et les chariots donc, des personnes qui sont en hauteur pour faire l'entretien de la plante. Comme tous les producteurs de Savéol, Annie pratique ce qu'on appelle la culture hors sol, sans terre. Ici c'est du plastique. Oui. Et donc là c'est un circuit fermé. On a les racines des plants. Chaque pied est planté dans un cube de laine de roche. Le tout est arrosé en permanence par de l'eau mélangée à des engrais chimiques. Donc on apporte à la plante uniquement ce qu'elle a besoin. Donc, on fait, par les analyses, on sait qu'est-ce qui lui manque. S'il lui manque du fer, du calcium, comme un humain. Hein. Et donc, du coup, on lui apporte uniquement ce qu'il lui faut. On a tout de même gardé une technique naturelle dans cette serre et les cachée dans cette boîte. Donc voilà, chaque semaine, on apporte une ruche de bourdon
donc dans la serre par rapport à... Donc quand vous avez des petits fruits qu'il faut polliniser davantage, donc il faut plus de bourdons. Voilà, ça fonctionne comme une ruche d'abeilles. Avant, il y a une vingtaine d'années, donc on pollinisait manuellement. Et c'était mal fait, on avait des tomates qui étaient un petit peu difformes. Et du coup, le bourdon fait ça à la perfection. Donc les tomates difformes sont très rares dans nos exploitations. Bon, je crois que mon bourdon, il n'est pas content. J'ai fermé sa maison. Le résultat, c'est un rendement qui peut aller jusqu'à 48 kg de fruits par mètre carré, au moins 20 fois plus qu'avec une tomate de plein champ. Une véritable industrie qui commence dès l'origine du produit. Dans ces cageots, il n'y a que des tomates. Et elles ne sont pas toutes rouges ni rondes. Il y en a des noires, des vertes, des roses, des jaunes, des petites, des fripées, des allongées. La marque produit 22 sortes de tomates différentes et elle teste plusieurs centaines de variétés chaque année. Mais d'où sortent toutes ces tomates? La plupart de ces modèles ont été créés de toutes pièces, car aujourd'hui les tomates, ça s'invente. Nous sommes près de Carpentras, dans le Midi, à Sarrian. Si le marché de la tomate a doublé depuis 10 ans, les grandes marques le doivent surtout au développement de nouvelles variétés. Syngenta, c'est le 3e fabricant de semences au monde, un des plus gros inventeurs de tomates en France. Le chercheur en chef, c'est un ingénieur agronome, Sylvain Breton. Il est sélectionneur de tomates depuis 17 ans. Il a notamment à son palmarès l'invention de grosses tomates à farcir. Il nettoie ses chaussures à chaque fois qu'il pénètre dans sa serre laboratoire pour éviter d'y propager des bactéries. Aujourd'hui, il travaille sur un tout nouveau plan. Il cherche à inventer une tomate meilleure, mais surtout qui marierait la grosseur d'une marmande avec la productivité d'une tomate grappe. Donc ici, c'est un exemple. Hein. On a une lignée qui est plutôt à gros fruits, pas tout à fait régulière. On voit qu'il y a des fruits qui sont un petit peu déformés, d'autres qui le sont un peu moins. Mais bon, on a du calibre, on a beaucoup de fermeté, on a une certaine couleur. Et on voit qu'on a une plante pas très vigoureuse, à entre-nœuds assez courts. Alors qu'est-ce que c'est l'entre-nœud? C'est les distances entre les différents bouquets. Donc cette lignée-là, elle va être croisée par une autre lignée que je vais vous montrer juste après. Donc elle a été croisée par une lignée qui est différente. Et on s'aperçoit que là, on a des fruits qui sont petits, on a des fruits très réguliers, on a une belle grappe. Et en croisant les deux, on va obtenir un hybride où on va avoir les caractéristiques positives des deux parents. C'est-à-dire que l'on va obtenir quelque chose de plus gros que ça, car ce type de matériel est trop petit pour le marché qui nous intéresse. On va obtenir quelque chose de plus précoce, on va obtenir quelque chose de bien coloré, de bien ferme, mais avec une bonne plante et beaucoup de fruits. Pour croiser les variétés au plus juste, pour identifier les caractéristiques de chaque tomate avant de les associer, Sylvain fait plancher une dizaine de techniciens dans ce laboratoire. On se croirait dans une société pharmaceutique. Ici, on scrute l'ADN des plantes. Sur ces radios de l'ADN des tomates, chaque ligne représente les caractères d'une variété, son goût, sa fermeté, sa résistance aux maladies. Cet outil va nous permettre à un stade très précoce de choisir les plantes qui nous intéressent par rapport à certains critères qu'on a ciblés et de ne planter que celles-ci. Donc de faire une présélection et donc après de n'avoir que les plantes qui nous intéressent a priori et après on va faire tout le reste du travail de la sélection. Grâce à ça, on gagne beaucoup de temps en efficacité et en rapidité. Car le temps, c'est de l'argent. Il faut environ 15 ans de mise au point pour sortir une nouvelle tomate. Ce n'est qu'ensuite que les graines seront vendues aux producteurs. Et ça, c'est le travail de Jean-Pierre Jacquemart, le responsable des ventes. Voici les dernières trouvailles à succès de la maison. En fait, la priorité pour les producteurs, ce n'est pas le goût, mais l'apparence et surtout la fermeté des fruits, transport oblige, comme pour cette cœur de bœuf New Look. Elle a la même caractéristique extérieure, de couleur, de forme, de taille. À l'intérieur, elle est différente. Elle a des caractères de résistance que n'avait pas son aîné et qui a des caractères aussi de productivité que n'avait pas son aîné et qu'on peut utiliser dans les outils modernes de production aujourd'hui.
Un groupement de producteurs peut même se payer un nouveau modèle pour lui tout seul. C'est le cas de cette tomate un peu noire, la Kumato. On fait un contrat d'exclusivité pour que le producteur il puisse, je dirais, en toute sérénité, investir sur ce produit, sur cette marque Kumato, derrière laquelle il va faire des efforts de marketing, de communication. Donc l'exclusivité lui garantit cette tranquillité de développement dans de bonnes conditions et de bonne valorisation de son produit. Pour avoir un modèle exclusif, bien sûr, il faut mettre le prix. Pour cette Kumato, le producteur reverse environ 10% de ses ventes à la firme de semences, un peu comme des droits d'auteur. Elle va lui coûter l'achat de la graine et elle va lui coûter une sorte de redevance sur la production. On limite délibérément la commercialisation de ce produit à ce groupement de producteurs. Si l'on fait autant d'efforts pour créer toujours de nouveaux modèles, c'est que sur la tomate de base, les producteurs français ont du mal à lutter sur les prix. Nous sommes au pays des tomates les moins chères d'Europe, en Andalousie, au sud de l'Espagne, à 180 km de l'Afrique, dans le plus grand verger du monde. 320 km² de serre, où l'on cultive les tomates, mais aussi les poivrons, les fraises, les courgettes et les melons qui fournissent les étals de toute l'Europe. On appelle cette région la mer de plastique. À la différence de la Bretagne, les serres ne sont pas en verre, mais recouvertes de bâches. Ici, pas de grandes marques comme Savéole, mais une multitude d'agriculteurs concurrents. Ils ne se regroupent que pour conditionner et vendre leurs marchandises dans des coopératives, les subastas. Les hangars sont gigantesques, les chaînes font des centaines de mètres. Les coopératives sont les plus gros employeurs de la région et font travailler beaucoup de femmes. Ici, les prix sont entre 2 et 3 fois moins chers qu'en France. Ils se décident la plupart du temps à l'ancienne, au pied même des cageots, à la criée. Dans chaque coopérative, chaque matin se déroule ce qu'on appelle la vente au cadran. Au centre, avec sa liste, le commissaire-priseur de la coopérative. Il annonce la mise à prix des lots de tomates apportés par les producteurs ce matin-là. Autour de lui, des représentants de tous les grands acheteurs concurrents de la région. Les prix descendent et c'est le premier acheteur qui dégaine qui emporte la marchandise. La M a 22, me quedan 4 palets. Doy un tirón, 39, 38, 37, 37, 35, 34, 33, 32, te tiro en 30. 28. C'est un peu comme au poker, il faut acheter au meilleur prix, mais il ne faut pas se faire devancer par le voisin. 27, 25, 25, 24, 23, 22. 20. Au fond, l'homme au téléphone, c'est Robert Loubet, un Français, installé ici depuis 15 ans. C'est le patron d'un des acheteurs de la criée. Je te dirai ce qui me manque, ok? Pas de problème. Moi, je reste là pour regarder. Très bien. Les prix ont beaucoup grimpé? À 18, 16, mais ça ne les vaut pas. Ok, j'y vais. Tu sais à combien elles sont là-bas? 17, je crois. Écoute, je vais appeler pour savoir. Là, je prends ma voiture et j'y vais. Robert est un trader de la tomate. Il a un acheteur dans chacune des criées de la région et fournit des grossistes et des supermarchés en France. Il a fait toute sa carrière dans les primeurs en France puis en Espagne avant de devenir un petit seigneur local. Toute la journée, il sillonne la région en 4x4, de criée en criée. Bon, là, tu es dans mon bureau, voilà. Tu as mon téléphone, mon petit carnet, mon machin, et puis je suis là, à droite, à gauche, et à l'avant. Un de ses acheteurs, sur une autre criée, l'informe d'un lot de tomates à vendre. Vale. Muy bien. ¿Hay mucho? ¿Mío y medio? Sí. Bueno, pues ya está. Muy bien, pues muchas gracias. Tu vois, il y a 1500 tonnes à vendre aujourd'hui de tomates. Sur le cadran. Aussitôt, il essaye de trouver preneur en France. Il appelle un de ses clients, un grossiste de Perpignan. Ouais, Francis, c'est Robert, salut. Tu peux avoir quelque chose? Alors pour aujourd'hui, non.
Tu t'en restes? Bon. On fera peut-être... Tu sais que samedi, ils n'emballeront pas, donc ou demain ou après-demain. Demain, après-demain. Je préférerais vendredi, moi, alors. Eh bien, vendredi, on le pourra vendredi, pas de problème. Merci, ciao. Pas de chance avec ce client. Aujourd'hui, il est tout de même arrivé à vendre en France 4 palettes de tomates, 3,5 tonnes, un score dans sa moyenne. Cette année, je vais être en gros sur entre 2700 et 2800 tonnes de marchandises. Sur l'exercice qui va finir en juillet. Là. En facturation, on va tourner autour d'1,5 million d'euros, en gros. Voilà. Tu vois, il y a beaucoup plus gros que ça. Je veux dire, moi, je ne veux pas dire que je sois là. Il y a beaucoup plus gros que ça. Robert doit tout de même encore s'assurer du départ de sa marchandise, stockée dans une autre subasta, car les frais d'emballage et de transport sont à sa charge. Le trader dit prendre 2 à 3 centimes par kilo vendu. Il gagne environ 7 000 € par mois. Encore faut-il que les tomates soient bien dans le camion et arrivent à destination. Là, on vient voir par charger les palettes. Donc ça part. Là, ça part sur la France directement. On va voir où elles sont, on contrôle un peu. Puis... Et c'est parti. Les tomates, négociées ici 30 centimes en gros, se retrouveront à environ 1 € le kilo dans les hypermarchés de la région parisienne, prix quasi imbattable. Pour découvrir le secret de ces prix écrasés, il faut aller un peu à l'écart des serres. Ce qui fait la différence avec les tomates produites en Bretagne, c'est avant tout le coût de la main-d'œuvre. Les ouvriers sont presque tous des travailleurs immigrés d'origine africaine, marocains ou sénégalais, sous-payés. Ils vivent dans des bidonvilles, sans eau courante, parfois sans électricité. Aucun patron n'a accepté de nous en parler. C'est un syndicaliste, Spitou Mendy, qui nous sert de guide jusqu'à cette maison en ruine. Ils sont une quinzaine à vivre ici. ¿Le téléphone? Salam alaikum. Trabajo. Hola, trabajo. Hola, amigo. ¿Dónde trabajas? Hola. ¿Aquí vives tú? Belle. ¿Aquí? Sí. Hola. Très bien. Très. Ça va très bien? Très. Moi, c'est Spitou. Mon nom, c'est Spitou. C'est Spitou. Spitou. Une chambre de 10 mètres carrés pour 4, où ils mangent, dorment et vivent parfois depuis plusieurs années. C'est le cas de Rachid Djibdjib. Il vient du Maroc et vit ici depuis 3 ans. 8 heures de travail contre 30 €. Moi, en fait, je veux travailler. Je veux juste gagner de l'argent, comme tout le monde ici, dans toute l'Andalousie. Je veux seulement gagner ma vie et être bien. Mais les gens s'en foutent. Je veux juste de l'argent, même si je dois être esclave. Oui, je suis comme un esclave ici. Les salaires sont moitié moins élevés qu'en France et ça ne s'arrange pas. Une nouvelle concurrence débarque depuis 2 ans. C'est de plus en plus difficile de trouver du travail ici. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Roumains. Surtout, les patrons préfèrent employer les Roumains qui prennent à peine 25, 24 € la journée. Ils ne veulent plus des Arabes qui réclament leurs droits pour travailler, pour 40 €, pour 8 heures. Les Roumains, ils s'en foutent. Ils viennent avec femmes et enfants et ils travaillent même parfois pour 23, 24 €. Ça ne les dérange pas. Les conditions de travail sont très précaires. On est embauché à la journée, souvent sans la moindre sécurité sociale. Vous avez un contrat de travail? Pas encore, non. En fait, ça fait déjà 3 mois que j'en cherche un. Il y a bien une convention collective en Espagne, mais apparemment une partie des producteurs l'ont oubliée. Elles sont là, les conventions. Les conventions sont ce que vous avez sous la main maintenant, ce que dit la convention. Mais ça ne s'explique pas ici à Almeria. On n'applique pas. À en croire le syndicaliste, il y aurait 4 inspecteurs du travail pour environ 100 000 travailleurs immigrés. Ici,
Personne n'en a jamais vu un seul.